Donc bonjour tout le monde, donc me revoilà après les soucis techniques de ce matin. Désolée pour ce petit loupé, on maîtrise malheureusement pas forcément les impératifs liés aux techniques. Donc pour ceux qui n'ont pas pu être là ce matin ou ceux qui me connaissent pas, donc je suis Muriel Darstein, donc je suis consultante en ressources humaines, spécialisée dans le management de la compétence et des organisations, et je suis également thérapeute en psycho-énergétique et coach systémique depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Donc parmi mes outils, super, merci Hervé, j'ai un bon retour son, donc c'est nickel. Donc parmi, donc comme je vous l'ai dit, donc je suis thérapeute depuis une dizaine d'années, notamment avec un de mes outils phares, un de mes outils de cœur, qui est la thérapie familiale systémique, selon la méthode de Bert Hellinger, qui est plus connue sous le nom de constellation familiale. Donc pour vous présenter un petit peu le sujet, je vais aborder avec vous plusieurs points. Quelles sont les origines de la constellation familiale? À quoi servent les constellations familiales? Quelles sont les 10 bonnes raisons de faire une constellation familiale? Ce que n'est pas une constellation familiale. Je vous parlerai également du déroulement d'une constellation familiale. On parlera également du génogramme et des symboles universels. Les génogrammes étant également un outil utilisé en psychogénéalogie et qui ressemble beaucoup à l'arbre généalogique, mais on en parlera tout à l'heure, je vous montrerai quelques extraits. Donc Lynn s'est dit que ça rame un petit peu, là désolée, cette fois-ci j'ai tout prévu, voilà, je suis connectée en filaire, mais ne vous inquiétez pas, comme pour ce matin, le live est enregistré en parallèle et je mettrai dès que possible donc la vidéo de ce live sur ma chaîne YouTube Muriel Darstein. Donc n'hésitez pas à vous abonner en passant. Je republierai également donc le live sur mon site internet qui est darsteinconsulting.com, sur mes pages Facebook. Donc il vous suffit pour ça de taper Muriel Darstein ou @darsteinconsulting, vous tombez directement dessus. Et vous pourrez également me trouver sur Instagram, LinkedIn, voilà, et Twitter. Pour ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sachant que l'avantage de la mise en ligne sur YouTube, c'est qu'on n'aura pas les phénomènes de ramage, les problèmes de streaming. Donc c'est un avantage. Et là, je peux vous regarder, voir vos interactions en direct live et pouvoir vous répondre au fur et à mesure si vous avez des questions. Donc pour parler un petit peu des origines, donc on va parler d'un des inventeurs, qui est Bert Hellinger, donc qui est né en 1925, qui jusqu'à présent semble encore être en vie. Donc Bert Hellinger était un missionnaire qui était dans la prêtrise et qui réalisait donc dans le cadre de ses missions humanitaires et ses missions religieuses des accompagnements dans les tribus zoulous en Afrique du Sud. Et c'est par l'intermédiaire de cette tribu-là qu'il a découvert les origines ancestrales de ce qu'on appellera plus tard les constellations familiales. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un conflit au sein de la tribu, ou une mésentente, ou une médiation à faire, ils se mettaient tous en rond au sein de la communauté, ils faisaient appel aux 2 intervenants, et ils utilisaient les ancêtres qu'ils imageaient sous forme des fameuses constellations célestes, cette fois-ci, qui prenaient la place de leurs ancêtres, en fait. Petit à petit, Bert Hellinger s'est éloigné de la prêtrise, parce qu'il n'était plus en accord avec ces concepts-là, et il a repris ses études de théologie, en psychologie, s'est intéressé à la PNL, à l'analyse transactionnelle, à la Gestalt, et il a adapté la méthode ancestrale des Zoulous à une pratique occidentale, donc qu'il appellera lui les constellations familiales. Donc Bert Hellinger a rapidement mis en place des formations par rapport à ça. Moi-même, j'ai été formée de 2012 à 2013, donc j'ai suivi 2 ans de formation.
Malheureusement pas directement auprès de lui, parce que mon allemand n'était pas assez technique pour pouvoir suivre ses formations directement en allemand, mais par un de ses élèves directs, qui est Jacques Tancé sur Paris. Donc avant de commencer également le thème, le vif du sujet, comme je vous en avais parlé sur les précédents lives des autres éditions du salon, il a été prouvé scientifiquement par des travaux en neurosciences que les traumas se transmettent par l'ADN et qu'ils se transmettent donc par le lien du sang de génération en génération. Je vais vous faire un petit raccourci scientifique, c'est pas forcément comme ça qu'on doit l'expliquer, mais j'essaye de vulgariser un petit peu le concept pour que l'image vienne à vous plus facilement. Imaginez que lorsque vous vivez un trauma, un accident, une blessure émotionnelle, un choc, un deuil, une séparation, cela crée une sorte de cicatrice sur un brin d'ADN qui a été identifié scientifiquement, que la création de cette cicatrice modifie la chimie du cerveau, de là à créer ce que j'appelle une lignée traumatique en lien avec votre problématique, et que de ce fait-là, vous allez attirer à vous les bourreaux, les victimes, les sauveurs. On parle toujours du triangle de Karpman, en lien avec cette lignée traumatique. Ce qui peut également expliquer pourquoi des personnes qui ont été victimes de violences ou qui ont vécu dans un contexte familial de victimes de violences ou dont l'un de ses descendants ou ascendants a été victime de violences, étant donné que le trauma et que la lignée traumatique se transmettent par l'ADN, il va attirer à lui, ou elle va attirer à lui, même si elle-même n'a pas vécu le traumatisme, des personnes en lien avec cette lignée. Elle va attirer donc par exemple, pour les personnes qui viennent d'une lignée d'inceste ou de viol, ils vont attirer des pervers narcissiques, ils vont attirer des déviants sexuels, ils vont attirer des abuseurs amicaux ou sexuels. Il y aura des problèmes de cadre, des problèmes symptomatiques aussi d'un point de vue somatique, des problèmes à se mettre en couple, des problèmes à concevoir un enfant, des soucis au niveau de la matrice, donc des organes génitaux, des pertes de matrice et d'autres symptômes plus ou moins nuancés en fonction de la personne et de l'empreinte qu'il y a sur elle, qu'elle a pris, soit par l'empreinte ADN ou par loyauté ou par amour à l'appartenance du clan. Il y a également pour les personnes qui s'intéressent un petit peu au développement personnel, on sait quelles sont les répercussions de ces fameux traumatismes, de ces blessures, par rapport à nos vécus de tous les jours, à nos schémas, à nos formes de pensée, à des schémas obsolètes. Il y a des croyances limitantes que l'on peut s'imposer. Voilà, donc ça c'est juste des petits concepts de base qui vont vous permettre un petit peu de comprendre la suite. Alors déjà, quelles sont les 10 bonnes raisons de faire une constellation familiale ? La première raison, c'est déjà d'avoir du mal à trouver sa juste place au sein de sa famille ou en milieu professionnel. Le fait de se sentir triste, déprimé, qu'on a du mal à contenir nos émotions sans qu'il y ait forcément une source vécue dans cette vie-là, sans que l'on ait la conscience de la racine, qu'on a du mal à concrétiser des projets, qu'on a déjà connu ou qu'on connaît plusieurs faillites, qu'on a une relation conflictuelle avec un membre de sa famille, ça peut être un enfant, un parent, un conjoint, un oncle, qu'on a une relation, qu'on est en conflit avec son conjoint ou ses parents, qu'on est en conflit avec un ex-partenaire, qu'on n'arrive pas à faire le deuil d'un parent, d'un conjoint ou d'un enfant. Ou alors, par exemple, quand on est un ancien enfant adultisé, qu'on a dû en prendre en charge pour des raisons de maladie ou de défaillance d'un des parents, ou pour des raisons variées, un des parents qui était en dépression, qu'on a dû prendre de fait, pour des raisons de survie, la place d'un des parents. Et qu'aujourd'hui, maintenant que cela n'est plus forcément nécessaire, qu'on a peut-être aussi envie de vivre sa propre vie, ne pas vivre la vie de son père ou de sa mère, et de vivre sa vie pleinement. Il peut aussi y avoir, une fois qu'on a travaillé sur soi, la question, mais c'est bon, là j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes propres traumas, mais malgré tout, sans que j'ai moi-même pas vécu ce genre de traumatisme particulier, je me retrouve dans des schémas répétitifs de vie
ou à croiser toujours le même type de personnes, ou à rencontrer le même type de situation. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui cloche chez moi? D'où ça vient? Est-ce que c'est moi ou j'ai l'impression que ces émotions, qu'un bout de cette vie ne m'appartient pas et j'aimerais m'en défaire pour vivre pleinement ma vie? Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une constellation familiale? Donc, les constellations familiales permettent de dénouer des schémas inconscients et répétitifs ou d'échecs et d'accepter en pleine conscience son destin. Cela ne concerne que des problématiques dans l'ici, dans le maintenant, pour soi et uniquement pour soi, ou pour ses enfants, si ceux-ci sont mineurs. Ça peut également concerner la recherche d'une qualité de relation avec un membre de sa famille ou une personne tierce. Ça peut être son conjoint, un parent, un aïeul ou même un collègue. Parce qu'effectivement, même si les constellations familiales s'appellent constellations familiales, elles peuvent également s'appliquer dans un milieu professionnel, ou alors il peut y avoir une intrication entre le système familial et le système professionnel, c'est-à-dire que notre héritage familial, notre héritage de trauma, de culture, de schéma, peuvent interférer dans le fait de vivre pleinement et sereinement sa vie professionnelle, parce que parfois, voilà, les deux systèmes peuvent se croiser. Donc voilà, les intérêts, on en a déjà parlé. Ce que n'est pas une constellation familiale, parce que j'en ai souvent entendu parler. Donc la constellation familiale n'est pas une pièce de théâtre, parce que dans une pièce de théâtre, il y a un scénario, il y a des personnages connus, on sait comment ça commence, on connaît le dénouement, on sait comment cela se termine, et après elle est simplement jouée sous un autre ton, et là non, ce n'est pas une pièce de théâtre. Ce n'est pas non plus de la médiumnité, parce qu'on ne va pas partir à ouvrir sa boule de cristal ou à mentaliser la résolution de la thérapie par avance. Donc c'est pour ça que ça respecte des protocoles bien cadrés, un ordre bien cadré, des phénomènes de réparation bien particulières et des formulations particulières qui doivent avant tout s'appuyer sur des faits. Et pour que cela s'appuie sur des faits, qui soient la réalité avec un grand R, ou sa réalité telle que ça a été perçu à l'âge où on a vécu les événements, on s'appuie bien entendu sur l'anamnèse du client, c'est-à-dire son accompagnement tel qu'on le fait dans thérapie classique, mais également sur un génogramme. Alors les génogrammes, c'est quoi? C'est un outil qui est utilisé également en psychogénéalogie. C'est un outil qui ressemble, si je peux vous imaginer, à un arbre généalogique. La seule différence, c'est que le génogramme, en plus d'avoir les liens de sang ou les liens d'adoption, ou avoir l'histoire factuelle qu'on peut retrouver dans des mairies ou dans vos albums de famille, ou dans les actes notariés, on va rajouter à ceci la qualité des liens entre les membres. C'est-à-dire, est-ce que les liens entre les personnes sont harmonieux? Est-ce que les liens entre les personnes sont fusionnels ou de manière également fusionnelle agressif? Est-ce qu'il y a distorsion dans les liens? Est-ce qu'il y a intrication? Donc ça, je vous expliquerai également ce que c'est, même si là, le but toujours n'est pas de faire un cours sur les constellations familiales ni sur la psychogénéalogie. Ça permet aussi des fois de visualiser de manière instantanée s'il peut y avoir des schémas répétitifs. Je vais vous montrer un petit peu après tout à l'heure, parce que je vous ai pris quelques images de génogrammes. Imaginez, par exemple, comme c'est déjà arrivé chez quelques-uns de mes patients, que de mère en fille, qu'elles se soient mis en couple au même âge, qu'elles ont eu le premier enfant au même âge, leur première fausse couche au même âge, leur divorce au même âge, ou qu'ils ont déclenché une maladie au même âge. Donc ça, c'est l'hypothèse est qu'il y a peut-être un schéma répétitif qui se réalise, sur lequel on s'est ancré par amour, par loyauté ou par désir d'appartenance au clan. Il peut aussi y avoir, dans le cas de familles, surtout dans les familles recomposées ou des familles qui ont vécu des événements particuliers, de se dire, tiens, avec réflexion, maintenant que mon oncle m'en a parlé, maintenant que ma grand-mère en a parlé, mais comme ma grand-tante, moi-même je n'ai jamais eu d'enfant,
moi-même j'ai eu du mal à créer des relations, ou alors moi-même j'ai créé des triplés dans le même ordre, moi-même j'ai eu X temps fausse couche, ou moi-même j'ai déclaré une particularité de maladie à la même âge. Et on peut aussi également voir d'autres phénomènes. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, identifier le syndrome du jumeau disparu, voir qu'on est gisant d'un autre membre. Alors, être le gisant d'un membre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on constate les dates de naissance, quand on s'intéresse aux dates de naissance, à la sienne déjà, à la date de procréation, à la date de naissance effective, ou éventuellement à la date à laquelle on devait naître, est-ce qu'il y a eu du retard, est-ce que ça s'est bien passé, à la date du chemin de vie, on peut constater qu'il y a des similitudes. Mais tiens, c'est marrant, je suis née le même jour que mon parrain. Tiens, c'est marrant, je suis née dans les mêmes périodes où ma date de procréation a été faite inconsciemment à la même date de mort qu'un aïeul. Donc, dans ce cas-là, on est le gisant de cet aïeul. Et dans ce cas-là, on peut inconsciemment, comme cet aïeul-là est mort dans des contextes, un contexte particulier, on peut se dire, mais finalement, on poursuit le destin de cette personne-là. On le poursuit au lieu de vivre sa propre vie. Donc il y a des choses à détecter, à identifier, à travailler dessus à partir du génogramme et en constellation familiale. Donc avant de vous expliquer un petit peu comment se déroule une constellation familiale, parce que là ça vous paraît un petit peu barbare, déjà pour vous donner des informations, la constellation familiale ne se déroule pas avec les réels membres de votre famille. Donc ce n'est pas une thérapie de couple, ce n'est pas une thérapie familiale dans le sens où j'ai un problème avec ma grand-mère, on va venir tous les deux chez le thérapeute et on va régler ça de manière classique, sous forme de médiation ou de coaching. Là, vous êtes le seul membre de la famille à venir en constellation familiale. Donc la personne qui demande qui a une problématique dans l'ici et de maintenant s'appellera le constellant. Et les personnes qui se mettront à disposition de sa constellation s'appelleront les représentants. Donc il n'y a aucun lien avec. L'avantage, c'est que vous en doutez bien, si on a été victime d'une injustice, d'un deuil, ou d'un viol, d'une agression ou d'une perte, si on a perdu une personne et qu'on a du mal à faire le deuil de cette personne-là, vous comprenez bien que cette personne-là ne peut pas être présente lors de la constellation familiale. Et donc les actes de réparation ne sont pas les mêmes. Chose qui est possible dans le cadre d'une constellation familiale. Je vais vous montrer tout d'abord le génogramme. Donc, je vous disais que parmi les outils, donc, il y a l'anamnèse et le suivi normal du client qui permet de récolter les informations. Et je vais vous montrer à quoi ressemble le génogramme, ou du moins tout d'abord les symboles universels que compose le génogramme en fait. Donc, si vous regardez, l'homme est généralement représenté par un carré, la femme par un rond. Si le demandeur, donc le constellant, est un homme, on renforcera le contour de son carré pour un homme, on renforcera le contour du rond pour une femme. Et de la même manière, pour représenter un homme ou une femme décédée, on prendra le même symbole, mais avec une croix par-dessus, sur laquelle on peut rajouter en dessous la date de naissance et la date de décès, éventuellement les raisons du décès de la personne. Pour représenter les liens entre deux personnes, donc généralement, voilà, ça peut se faire entre deux hommes et deux femmes de manière identique, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment cela se passe. Donc on commence par le carré pour représenter l'homme, le rond pour la femme. Vous voyez qu'il est repris par une espèce de schéma qui les lie, c'est le mariage. Généralement, que les personnes soient mariées ou en couple de fait, c'est-à-dire qu'ils vivent sur le même toit, la symbolique reste la même. Dans la deuxième ligne du milieu, vous allez voir que lorsqu'on met deux barres sur ce lien-là, ça veut dire qu'il y a eu séparation ou divorce. Et on peut très bien mettre les dates de mariage et les dates de divorce si on est fan de généalogie en fait. Hein. On présentera également le cas si la personne a déjà eu un conjoint précédent ou un compagnon avec qui elle a déjà eu des enfants, parce que quand on parle de membres du système, il y a soi-même, il y a sa fratrie, il y a ses parents, il y a ses enfants, mais on peut également
fait partie du système tous les ex-conjoints, tous les ex-compagnons, ou les amours non déclarés, ou les amours, ou les compagnons qu'on a perdus lors d'une première vie. Donc ceux-là font aussi partie du système et des fois on a tendance à les oublier. Hein. Donc en cas de remariage, on les met également dans notre génogramme. Donc là je vous ai montré un petit peu un mari avec ses plusieurs épouses, en espérant bien sûr pour vous que vous serez la seule, ça simplifiera un petit peu le schéma. Et de la même manière, une femme qui a pu avoir plusieurs compagnons. Dans le dessin en bas à gauche, donc là c'est la représentation classique d'un couple qui a eu donc 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Le premier étant un garçon, le deuxième étant une fille, les troisièmes étant des jumeaux composés de 2 filles, et la dernière, une fille. Ce qui est important dans les génogrammes, que l'on en ait conscience ou pas, on figurera dans la même place, de la même façon, les fausses couches et les avortements. Et souvent, on remarquera plus tard que dans les constellations familiales, quand on a du mal à prendre sa place, c'est qu'il peut y avoir une fausse couche ou un avortement qui a été oublié ou sur lequel on n'a pas l'information qu'on a fait une fausse couche. De la même manière, comme on parlait du syndrome du jumeau disparu dans d'autres lives, une femme n'est pas forcément consciente lorsqu'elle est enceinte qu'il y avait en fait compte 2 fœtus dans son ventre et que l'un est parti ou a été absorbé par le fœtus survivant. Et là également, ça peut créer des problèmes de place. Parce que dans un système familial, en constellation familiale, ce qui est important, c'est la place et l'ordre. Donc comment voulez-vous retrouver votre place si vous pensez être l'aîné et que finalement il y a eu 2 fausses couches avant? S'il y a eu 2 fausses couches avant ou 2 avortements, vous n'êtes pas l'aîné, vous êtes le troisième. À partir du moment où il y a une reconnaissance d'un point de vue psycho-énergétique de l'existence de ces aînés-là, vous pouvez prendre votre juste place. Vous n'avez pas besoin de manifester d'un point de vue somatique, symptomatique, par loyauté ou par amour, ce lien inconscient vers les 2 avortements, les 2 fausses couches qui ont eu lieu avant vous. Dans le schéma qui se trouve tout en bas à droite, donc on voit le couple avec les enfants et on voit également que la femme a une petite sœur et un petit frère. Donc vous pouvez le voir par rapport à ces schémas-là. Donc petit à petit, on va faire son génogramme. Donc là, vous voyez, petit à petit, on y va à tâtons. Au début, on prend un crayon de papier, on se dit, ok, je me mets où? Donc là, je suis en couple, je ne suis pas en couple, on va mettre ses parents au-dessus. Et pour chacun des parents, on va mettre les grands-parents. Ensuite, on va dessiner les traits pour dire, est-ce qu'on est encore en couple avec la personne? Est-ce que les parents sont séparés? Est-ce que mes parents sont encore en vie ou pas? On va vraiment y aller par tâtons, hein, avec un crayon de couleur. Et de toute façon, un génogramme est quelque chose de vivant. Et au fur et à mesure qu'on a les informations, on pourra toujours le mettre en dur, en couleur. On mettra les noms des personnes, leur date de naissance, leur date de décès. On pourra indiquer à côté s'ils ont des maladies, s'ils ont des particularités de vie, s'ils ont vécu des événements particuliers également. Et on va commencer par ce qu'on appelle le schéma simplifié. Donc là, vraiment, c'est vraiment le basique. Donc là, voilà, j'ai enlevé tous les noms de famille. Vous remarquez que la patiente s'appelle Lucie, elle est entourée, donc elle est représentée par le rond renforcé, hein, donc il y a sa date de naissance. Donc on voit également qu'elle est en couple avec Paul, qu'ils ont eu 2 enfants, 2 garçons, qu'elle a eu des précédents compagnons. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi peut ressembler un début de génogramme. Et par rapport à certaines données, on peut remarquer que je crois que c'était son père. Voilà, son père Robert est mort, il était atteint d'alcoolisme, que sa mère, qui est toujours en vie, était atteinte de dépression, que sa mère Lucie, son compagnon et leurs enfants ont vécu très longuement sous le même toit, que tous les grands-parents sont morts, que ce soit du côté paternel ou maternel, et que nous avons également donc
la grand-mère paternelle qui est morte suicidée. Et à partir de là, par rapport à des théories que les constellations vont permettre de mettre en avant, de vérifier, de voir si ça a un impact sur la vie de la fameuse Lucie, on va pouvoir vérifier certaines informations. Est-ce que sa dépression lui appartient? Est-ce que le suicide de la mère de Lucie a provoqué la dépression de sa mère? Est-ce qu'elle-même, par amour pour la mère, a pris le poids de la dépression de sa mère et par amour? Est-ce que cette dépression lui appartient? Comment l'en défaire? Est-ce qu'il y a intrication? Voilà, ça permet d'avoir des petites bases de théorie qui va nous permettre, lors de la constellation familiale, de me dire, ok, là j'ai les faits historiques, j'ai les dates, j'ai l'histoire des ascendants directs de Lucie. Et moi, je sais qu'en tant que constellatrice, je ferai venir Lucie, normal, c'est la demandeuse. Je prendrai un petit peu, je créerai un petit référentiel en termes d'émotions, de ressenti corporel, du champ visuel, de son état émotionnel. Puis je fais venir sa mère dans le système familial et ensuite la grand-mère paternelle, celle qui s'est suicidée, pour voir quelles sont les interactions entre ces membres-là. Si déjà, d'un point de vue théorique, si je peux déjà réparer certaines choses, réparer des choses que Lucie, étant petite fille, n'a pas compris par rapport à la dépression de sa mère, que l'adulte, bien entendu, comprend, mais à l'âge où Lucie a compris que sa mère était en dépression, personne ne lui a expliqué, parce que sa mère elle-même, étant très affectée par la mort violente de sa mère, n'était pas en capacité d'expliquer cela à un enfant, et peut-être que cela, à l'époque, ne s'expliquait pas, on ne parlait pas de ces choses-là à un enfant. Je vais vous montrer un autre excès de génogramme. Bien sûr, ce sont que des que des exemples, hein, parce que c'est vrai que les génogrammes, ça peut prendre plusieurs pages, nécessitant même parfois l'utilisation d'un logiciel pour voir tout ça en fait. Hein. Donc là, on parle déjà d'un début d'intrication. Donc dans les intrications, vas-y un autre exemple. Voilà, mon écran n'est pas assez grand pour pouvoir le voir, mais on peut retrouver des coïncidences de dates ou d'événements. Des personnes qui ont déménagé au même âge, des personnes qui ont quitté la maison au même âge, des personnes qui ont vécu la même situation au même âge. Et ça permet déjà de mettre en schéma par les dates et par la bonne connaissance de la vie de d'autres familles avec un grand F, de mettre en lumière certains éléments qui peuvent être tout aussi intéressants. On ne s'intéresse pas qu'aux maladies, on ne s'intéresse pas qu'aux suicides et qu'aux morts, qu'aux personnes disparues. On s'intéresse également à la vie de la famille avec un grand F. Est-ce qu'ils ont été déportés? Comment ils sont morts? Connaître un petit peu leur vie de manière générale, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions par rapport à ça. Je crois que bizarrement, je n'ai plus les commentaires n'apparaissent plus. Je vais juste me connecter vite fait à mon live pour voir s'il y a des questions. En lumière certains éléments qui peuvent être tout aussi intéressants. On ne s'intéresse pas qu'aux maladies, on ne s'intéresse pas du coup, j'ai le replay avec le son. Qu'aux suicides et qu'aux morts, qu'aux personnes disparues. On s'intéresse également à la vie de la famille avec un grand. Désolée, parce qu'en vérifiant, du coup, le son s'était activé. Comme il n'y a pas de questions pour l'instant, je vais supposer que c'est clair. Donc, comment se déroule une constellation familiale? Donc, la personne qu'on va appeler, donc c'est la demandeuse. Ah oui, effectivement, ça fait beaucoup de recherches en amont, mais sachant que on n'est pas obligé d'avoir on n'a pas tous dans notre famille des fans de généalogie, donc on en est bien conscient. Il faut aussi s'imaginer que parmi mes patients, j'ai des personnes qui sont pupilles de la nation, qui sont orphelins, ou qui ont été adoptés, et donc ils n'ont pas ces informations-là par rapport à leurs descendants, à leurs ascendants, leurs aïeux, etc. Mais dans leur système,
même s'ils ne connaissent pas ces faits, ils auront quand même dans leur génogramme les génogrammes en lien avec leur lien biologique, même s'ils ne connaissent pas les personnes là. Donc ils seront quand même présents dans le génogramme, et également les personnes qui existent dans sa vie actuellement, par exemple si la personne a été adoptée. Donc ils font aussi partie de son système en fait. Hein. Et puis l'avantage aussi, c'est vrai que dans le temps, on avait les veillées familiales où la grand-mère parlait de tout ça, où ses parents, nos parents avaient nos propres souvenirs. Donc ça permet également de récolter des informations. Nos oncles aussi ont pas mal d'informations. Et si on ne les a pas, les constellations peuvent les mettre en avant également. Mais ça, il faut vraiment participer à une constellation pour voir comment ça fonctionne et pour voir un petit peu la puissance que cela peut avoir en fait. Hein. Parce que bien évidemment, comme dans toute thérapie, comme vous en doutez, quand une personne vient au cabinet, la personne a peut-être déjà réfléchi à sa problématique. Ben voilà, moi je pense que j'ai un problème avec les hommes parce que ci, parce que ça, pati patata. C'est ce qu'il me dit, effectivement. Mais la chance que j'ai par rapport à mon expérience, c'est que je croise plusieurs méthodes d'investigation qui fait que est-ce que c'est vraiment la réalité du nœud du problème? Est-ce que c'est vraiment la racine du problème? Ou est-ce que c'est son mécanisme de défense qui me dit je vais t'emmener par là, parce que je veux surtout pas qu'on travaille par là. Et c'est vrai que la richesse de techniques et de ma grille de lecture en psychocorporel fait que quand il y a un petit bug dans le ressenti ou un changement d'intonation, un changement de vibration, ou la personne ait des ressentis par rapport à ça, voilà, ça nous donne pas mal d'informations. Alors comme je disais, par rapport à retrouver les liens, comme le génogramme n'est pas un arbre généalogique, moi-même, je n'ai pas forcément... Bon, moi j'ai la chance d'avoir un oncle et une cousine qui sont vraiment fans de généalogie, donc j'ai beaucoup de dates, mais tout le monde ne les a pas. Mais par contre, l'existence d'un grand-père, d'une grand-mère, on l'a tous. Ce qui peut nous manquer, c'est de quoi elle est morte, c'est de savoir si elle a déménagé, ce qu'elle a vécu dans sa vie. Mais la constellation nous donnera quand même des pistes, parce qu'il va se passer certaines choses dans les constellations. Un exemple, je vais te donner un exemple. La demandante, donc la personne qui est en demande est en dépression. La mère de cette demandante semble absente, dissociée, hors de son corps. Donc je fais venir la mère, la grand-mère. Et on voit que dans les constellations, que le regard de la grand-mère est porté vers le bas. D'un point de vue symptomatique, quand la grand-mère a le regard porté vers le bas, c'est qu'il y a un deuil. Est-ce que c'est le deuil d'un conjoint, d'un enfant? Et donc là, dans mon protocole de théorie que l'on peut tester, parce que ce qui est bien avec les constellations, c'est que si la théorie est bonne, tous les gens que je mettrai dans le système vont ressentir l'émotion, ça va bouger. Si la théorie n'est pas bonne, plus personne ne ressent rien. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne peut pas tricher, on ne peut pas forcer une résolution ou une solution ou une hypothèse. C'est soit elle est véridique, soit elle ne l'est pas. Et donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je cherche quelqu'un dans la salle, parmi les représentants, où je demande à ma patiente de me chercher quelqu'un pour le mort. C'est pas forcément une casquette joyeuse. On fait rentrer la personne dans le système, je la fais s'allonger, je demande à la personne s'il se sent garçon ou fille, sachant que ce qui est bien dans les constellations familiales, c'est qu'un homme peut être un homme, mais un homme peut aussi représenter une femme. Si c'est une femme qui représente un homme, je lui mettrai une petite casquette pour qu'elle soit imprégnée dans son rôle en termes de psychoénergétique, ou d'un foulard si un homme doit représenter une femme en fait. Hein. Donc imaginez que cette grand-mère on fait venir un représentant, qu'il soit homme ou femme. Le représentant étant une personne vivante, bien de ce monde, je demande au représentant s'il se sent plus homme ou femme. Je lui demande connais-tu ton âge? Te sens-tu très très jeune? Te sens-tu fœtus? Te sens-tu accompli? As-tu conscience de ton corps? Te sens-tu adulte? Te sens-tu homme? Te sens-tu femme mais en tant qu'adulte? Te sens-tu père? Te sens-tu conjoint? Et à partir du moment, généralement il sait s'identifier, il sait à l'intérieur de lui qui il représente en fait. Pas forcément le nom, le prénom, la date de naissance, hein. Encore une fois, c'est pas de la médiumnité. Mais il connaîtra son rôle et sa place. Et à partir du moment où il a été nommé, généralement,
par exemple la grand-mère dans ce cas-là, va commencer à voir, elle qui était en mode fantôme, en mode zombie, va commencer à avoir des émotions, à avoir le chagrin, va commencer à faire son deuil. Peut-être qu'elle n'avait pas pu faire son deuil parce qu'il fallait qu'elle élève du coup seule ses enfants, sans le conjoint, ou alors peut-être que c'est un deuil d'un enfant qu'elle a perdu mais dont on n'a pas forcément parlé parce que dans le temps on vivait avec ces choses-là. Et le fait de imaginer que c'était le deuil d'un enfant qui est né avant la mère de ma cliente, le fait que la mère de la cliente voit cet enfant-là, ben voilà, c'était ton frère et il a sa place. La mère de la consultante peut également faire son deuil. Il peut également y avoir de nouveau un ordre dans la fratrie, c'est-à-dire que la mère n'était pas l'aînée, mais la seconde, et qu'elle était donc la seconde, qu'elle avait une fratrie, qu'elle n'était pas seule, et peut-être qu'inconsciemment, est-ce qu'elle se sentait coupable, qu'elle ait eu conscience ou pas qu'elle avait eu un petit frère ou une petite sœur? Est-ce qu'elle se sentait coupable de vivre alors que son grand frère ou sa grande sœur était mort? Est-ce qu'elle se sentait coupable d'avoir survécu si dans la fratrie, ils étaient jumeaux dans le ventre de la maman? Donc tout ça par des protocoles de vérification, des tests de fratrie, des protocoles de verbal, d'expliquer. Parce que vous dites bien que si la mère de la patiente avait 2-3 ans, elle ne comprenait pas, ou alors on ne lui expliquait pas. Il y a un enfant de 2-3 ans, on ne peut pas lui expliquer comme un adulte. Un adulte va comprendre, ok, c'est ok, j'avais un grand frère, il est mort, ok, pas de problème, hein, c'est ok pour moi. Ça c'est le mental, c'est l'adulte qui comprend. Mais la petite fille qui avait 3 ans, qui a perdu son grand frère, elle n'était pas en âge de comprendre. Personne ne l'a consolée, personne ne lui a expliqué. Personne ne lui a expliqué, ma chère fille, je n'ai pas pu être là pour toi parce que j'étais tellement dans le deuil de cet enfant-là, c'est que j'étais absente, j'étais noyée par le deuil, et donc je n'ai pas pu être une mère pour toi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de notion de pardon aussi en thérapie familiale, parce que le pardon n'existe pas, dans ce concept-là du moins. Mais on peut expliquer à l'enfant, mais on a le droit d'être désolé. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'étais dans mon deuil n'est peut-être pas encore terminé, mais à partir de maintenant, je suis là pour toi. Et vous allez voir que, pardon, excuse-moi, qu'il va y avoir quelque chose qui va circuler dans l'ordre de la réparation, qui va soulager bien entendu la mère de cet enfant-là, la mère de la consultante elle-même, parce que tout ce poids va redescendre, parce qu'il y a une reconnaissance de la juste place et du bon ordre par rapport à cet enfant qui est mort jeune et par rapport au système familial. Il va avoir une compréhension, parce que ça, les effets quand on répare une place ou un ordre, par radiation, agit sur tous les membres du système familial. Donc tout le monde va se retrouver avec, avec un poids familial allégé, avec une histoire allégée de cet événement qui ne leur appartient pas, parce que c'était l'histoire de la grand-mère, parce que c'était l'histoire de la mère qui a perdu son frère ou sa sœur. Donc voici un petit peu un titre d'exemple en fait. Hein. Donc, qui fait partie du système familial? Donc, on en a un petit peu abordé. Donc, il y a soi-même, son conjoint, son partenaire, ses partenaires, ses enfants, bien évidemment, dans l'ordre de naissance connu. Vous vous doutez bien que si j'ai fait une fausse couche ou l'avortement, généralement, on s'en rappelle. Mais si on a fait des fausses couches spontanées, on n'a pas forcément conscient. On s'imagine que c'était des règles ou ça peut passer vraiment inaperçu. On met ses parents, on met sa fratrie à soi aussi, parce qu'on a soi-même des frères et des sœurs. On met ses parents, nos pères et mères. On peut mettre également la fratrie de ses parents. On met ses grands-parents, paternels et maternels. Généralement, 4 générations suffisent, entre 4 et 7. Parce qu'on dit que au-delà de 7, il n'est pas nécessaire d'aller fouiller, mais 4 générations, on peut déjà bien travailler dessus pour libérer la famille et la famille de ces schémas, en fait. Hein. Donc, par rapport à... Donc ça, ce sont les représentants du système. Donc, comment se passe la constellation? La demandante, donc la constellante ou le constellant, qui est le demandeur, qui a un problème dans l'ici et dans le maintenant, va exploser son problème. Il va juste exprimer sa problématique. Comme on aura travaillé en amont, et que moi je prends vraiment soin à respecter la confidentialité de la vie et du vécu du patient, je travaille toujours à couvert.
C'est-à-dire que je ne dis rien à l'assemblée sur la vie ou le vécu actuel de la patiente, en fait. Elle ne va élaborer que sa problématique, qu'on aura bien sûr travaillé en préalable. Donc imaginez, j'avais pris l'exemple ce matin, quand j'avais des petits couacs informatiques. Oui, c'est très chamanique, peut-être, oui. Je ne sais pas, je suis pas. Si les Zoulous utilisaient cette méthode-là, je pense voilà qu'il n'y a pas de hasard. Ce sont des choses. C'est la psycho-énergétique, hein, donc voilà, il y a forcément du sens à tout ça. Donc imaginez voilà que je prends une patiente, elle peut s'appeler Patricia, elle peut s'appeler Isabelle, elle peut s'appeler Valérie, qu'importe. Elle a une problématique qui peut être, tout le monde me dit que je suis une bonne mère, mais je me sens pas une bonne mère. Pourtant, même mes enfants disent que je suis une bonne mère, même mon mari me dit que je suis une bonne mère, même ma mère me dit que je suis une bonne mère. Mais moi, à l'intérieur de moi, je me sens pas une bonne mère et elle s'effondre en pleurant. Et c'est ça problématique de l'ici et de le maintenant. Donc, je vais lui demander de choisir dans la salle une personne pour être elle, pour la représenter, qu'on appelle le focus. Cette personne-là, qu'elle s'appelle Pierre, Paul ou Jacques ou Jacqueline, à partir du moment où elle a été choisie, à partir du moment où elle a accepté de prendre ce rôle, parce que les représentants peuvent aussi refuser de porter ce rôle, parce qu'il y a trop de toc-toc en eux, trop de similitudes, trop d'effets miroirs, que c'est trop dans l'émotion, va porter le nom de la constellante. Donc si j'avais une Valérie ou une Isabelle ou une Jacqueline à côté, la personne qu'elle aura choisie s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, prendra le même prénom que la personne. Si la personne accepte son rôle, elle va se lever en position neutre et avancer d'un pas pour que la cliente puisse se mettre derrière elle. À partir de là, elle va se recentrer sur sa problématique et de manière délicate, elle va mettre ses mains derrière les omoplates du représentant et ils vont faire un pas ensemble et rentrer dans le système. Donc ce que j'appelle le système ou le champ systémique, c'est toute la partie centrale de la pièce. Et donc on est bien d'accord, c'est bien le constellant qui va guider le représentant sur l'emplacement où elle va se trouver. Est-ce que c'est au milieu de la pièce? Est-ce que c'est près d'une fenêtre? Est-ce que c'est dans un coin? Est-ce que c'est près d'une porte? Est-ce que c'est de biais face à nous, de dos à nous? Mais elle va le mettre en fonction de son ressenti qui représente sa représentation de la situation, sa représentation mentale et psycho-énergétique. Elle va pas mentaliser, elle va pas réfléchir, elle va le mettre dans sa pièce, elle peut même garder les yeux fermés. Et quand elle sent en elle que c'est la bonne place, elle va se rasseoir. Et à partir de là, la personne qui a été choisie pour le représentant va avoir le même champ de vision, les mêmes ressentis émotionnels, les mêmes ressentis corporels que la personne, et même parfois avoir des petits traits de personnalité, si elle est un peu plus virulente ou plus discrète, ou si elle a tendance à plus pouvoir parler, si elle avait une entorse au moment où elle est venue, elle va se retrouver avec à boiter lors de la constellation familiale. C'est assez bluffant. Et souvent, la personne, quand elle choisit la personne, le représentant, elle dit tiens, celle-là, je la choisis parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est mignonne, parce qu'elle me ressemble physiquement. Ça, c'est son mental qui parle. Hein. Quand je vous parlais tout à l'heure du fait que quand elle avait une cicatrice, une lignée traumatique qui était créée, on modifie sa chimie du cerveau et inconsciemment, on va chercher quelqu'un qui porte la même lignée traumatique que soi, mais pas forcément à la même échelle, pas forcément à la même intensité. Ça ne veut pas dire que la personne a vécu la même chose, mais ça veut dire que dans sa signature énergétique, dans sa lignée, quelqu'un dans son système familial a la même signature. Et c'est comme ça qu'elle a été choisie. Donc, toujours pas de médiumnité. Ah, ça bug chez toi, mon petit filou. Et t'inquiète pas, je vais tout mettre sur YouTube et je vais remettre le lien. Et l'avantage, quand je mettrai ça sur le lien YouTube, c'est qu'il n'y a pas les coupures. C'est vraiment une lecture lisse. Tu verras, c'est vraiment top. Personnellement, je travaille à l'économie. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, comme vous en doutez, chaque constellation familiale, chaque animateur de constellation familiale, il met du soi. C'est-à-dire que plus le thérapeute travaille sur lui, plus il va attirer des personnes, des patients, des accompagnés qui sera en capacité d'accompagner de manière de plus en plus profonde. Si vous ne travaillez pas sur vous en tant que thérapeute, vous aurez que les cas, ce que j'appelle le papa-maman. Plus vous travaillez avec votre vérité, votre réalité sur vous-même, plus vous allez attirer des personnes
pour un travail vraiment en profondeur et intense. Quand je vous dis que je travaille à l'économie, certains courants vont appeler tout le monde dans le système familial, comme j'avais mis dans le génogramme, par rapport à la fameuse Lucie, où on appelle la Lucie, sa mère qui est dépressive, Lucie qui est dépressive, la grand-mère paternelle qui était morte suicidée, et hop, on va foutre tout le monde au milieu de la pièce en même temps. Et là, le problème, c'est qu'on n'aura pas les différents référentiels individuels. On ne va pas comprendre les interactions de l'un à l'autre. Donc moi, quand je vous dis que je travaille à l'économie, je commence d'abord par positionner la demandeuse ou le demandeur. C'est-à-dire que quand je vais demander, si la personne s'appelait Jacqueline, donc je demande que ressent Jacqueline depuis qu'elle a été posée et positionnée, j'aurai déjà un référentiel de son état à l'heure d'aujourd'hui. Elle peut dire, moi je me sens bien, je me sens un peu fatiguée, je sens que j'ai des émotions parce qu'on va quand même parler de sujets sensibles. Elle peut dire, j'ai une raideur dans la jambe, elle peut dire, j'ai des fourmillements dans les mains, j'ai les mains comme si j'avais envie de frapper, mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc on a vraiment son référentiel de base. Et ce qui est bluffant, c'est que les gens qui sont représentants pour la première fois, c'est normal, ils veulent bien faire. Ils ont dit, mais merde, si j'ai été choisie, mais comment savoir si c'est mes émotions que je vais ressentir, si c'est mon mental, qu'est-ce que va ressentir mon mental sur la situation qui ne va pas influencer mes ressentis, ou est-ce que ça va me tomber dessus? Je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous êtes dans le champ systémique, vous ne contrôlez plus rien. Bizarrement, c'est plus facile pour le constellant, parce que lui, il est en mode observateur, il observe la scène, que pour les représentants, parce qu'eux, ils vont être bouleversés de toutes les émotions. Ils vont user plus de mouchoirs que les autres, ils vont ressentir la colère, ils vont ressentir pas mal de choses. À titre d'exemple, lors d'une de mes expériences, il est arrivé qu'on place une grand-mère avec ses enfants, donc avec les oncles, etc., qu'il y ait une fausse couche connue. Donc c'est très bien, on avait le génogramme, hein. Donc on a mis, voilà, le premier c'est le premier, la deuxième c'est la deuxième, là c'est la maman de la consultante, là il y a le petit frère, il y a l'autre oncle, etc. Et on a placé la fausse couche connue à la date connue. Tout va bien. Mais la constellation, je vous épargnerai les détails parce que c'est de l'ordre du confidentiel et on est quand même dans la garantie du secret confidentiel et du vécu des personnes. Il se trouve que j'ai dû faire un test de fratrie. Donc c'est quoi? C'est que j'ai sorti tout le monde des rôles, j'ai gardé tous les oncles dans l'ordre qui était préconfiguré par le génogramme connu et conscientisé. Et j'ai demandé au premier de répéter après moi, je suis le premier. S'il peut me le répéter, c'est qu'effectivement, il est le premier. S'il ne peut pas me le répéter, c'est qu'il y a eu un enfant avant ou en même temps que lui. Dans ce cas-là, je fais venir un représentant, je le mets avant le présumé premier. Es-tu le premier? Oui ou non? Te sens-tu homme? Te sens-tu femme? Si c'est un homme, je mets une casquette. Si c'est une femme, je mets un foulard. Je demande à l'ancien premier, es-tu le deuxième? La réponse est oui ou non. Et on s'est aperçu au fil du temps que finalement, il y a eu une première fausse couche, non connue par la mère, ça peut être passé inaperçu, qu'il y a eu donc le deuxième connu qui était l'ancien premier, que le troisième finalement n'était pas troisième, mais qui venait d'une création gémellaire, donc il a perdu son jumeau in utero, et en bref, d'une famille où ils étaient à 3 personnes vivantes et une fausse couche connue, on se retrouvait à une famille à 6, avec 3 fausses couches, dont une perte gémellaire. Et autre hasard de fête, c'est qu'on s'est rendu compte que la grand-mère avait perdu tous les hommes de sa fratrie et que les hommes de sa fratrie. Et là, la grand-mère qui était connue comme quelqu'un de sans cœur, qui ne réagissait pas. Et là, je peux vous dire qu'il y a eu une prise de conscience. Cette femme a été victime d'un viol ou d'un inceste de guerre. Je ne vous dirai pas la résolution. Mais que consciemment ou inconsciemment, elle avait avorté ou perdu tous les hommes qui sortaient de sa matrice parce qu'elle ne voulait pas de prédateurs dans sa fratrie. Et donc, elle n'a accouché d'un point de vue terrestre, ici dans cette vie-là, de connu dans l'arbre généalogique, que des femmes. Et à partir du moment où ce genre de choses sont mises en lumière, tout le système, toutes les émotions sont ressorties dans tous les systèmes. J'ai pu mettre en place des actions de réparation, d'ordre dans la fratrie, des protocoles de reconnaissance. Voilà, il s'est passé pas mal de choses, mais tellement belles et tellement intenses. Et je peux vous dire que la grand-mère
qui était censée être froide. Et même son représentant, c'est quelqu'un qui est très dans la réserve, qui sait beaucoup contrôler ses émotions. Je peux vous dire que là, elle ne contrôlait plus rien. C'était des larmes, elle était inconsolable. La représentante a dû se mettre à genoux, accroupie, tellement elle était dans le deuil, parce qu'elle a enfin pu vivre son deuil. Et une fois qu'elle a pu avoir ces choses-là, voilà, les choses se sont mises en place. À un moment donné, la représentante, ce qu'elle vivait était trop importante. Donc, je lui ai demandé de sortir de son rôle le temps qu'elle reprenne ses effets, ou par un protocole, je suis en capacité de diminuer ses ressentis psychocorporels. Et là, je peux vous jurer pour que quand on était présent dans l'assemblée, elle est passée de la grosse larme machin à on-off. Et ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la médiumnité, c'est un phénomène, je ne pourrais pas vous mettre un nom dessus, mais c'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Et en fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre en fait avec les constellations familiales. Moi, je sais que au début, j'en ai beaucoup fait pour mon propre développement personnel. C'est ce qui m'a. J'ai connu ça en 2007. J'ai fait mes formations en 2012 et en 2013 de manière intensive, sans compter la pratique, et le travail sur soi en parallèle. Moi, je fais partie des personnes, je ne vais pas dire hypersensibles, parce que tout le monde parle d'hypersensibilité en ce moment, c'est la mode, etc. Mais je peux vous dire que je n'étais même pas encore dans les constellations, je pleurais déjà. On m'appelait la Madeleine, mais c'est quelque chose d'incroyable. J'étais connectée, c'était un truc, et ça se passait sous forme de journée. Chaque constellation dure 1h30, parce qu'au-delà, c'est trop pour le psyché du patient, parce que même et pour les personnes qui le vivent, parce qu'on ne se rend pas compte, mais toute la journée, moi je ne dépasse pas 6 constellations par jour. Peut-être une 7e, s'il y en a une qui est rapide, ou si on a fait une pré-constellation au cabinet. Chaque constellation dure 1h30. Pendant cette constellation, les représentants sont traversés par des larmes, peuvent être traversés par de la colère, ça peut être de la rage, ça peut être de l'injustice, ça peut être ils sont traversés d'émotions pendant 1h30, et c'est crevant. Et des fois, on se moque gentiment de l'un de l'autre, mais avec bienveillance, en disant, tu vois, tu pensais t'ennuyer, et puis voilà, voilà. Mais là où c'était encore plus marrant, lors de mes expériences, c'est qu'une fois dans une constellation, une journée de constellation que j'ai fait à Charleville, le monsieur est venu accompagner sa femme, je vous dis, pour être sûr qu'il ne tombe pas sur un charlatan. Mais là, je peux vous dire qu'intérieurement, je rigolais, mais je rigolais. Et vous savez pourquoi je rigolais ? Parce que cette personne-là, le hasard ou l'insynchronicité ou l'humour universel, a fait que cet homme, avec un âge quand même assez mature, très cartésien, a été choisi pour représenter une femme en plein accouchement. Et que pendant cette femme-là, donc déjà représenter une femme quand on est homme, c'est quelque chose. Représenter une femme d'une vingtaine d'années en plein accouchement, c'est une autre chose. C'est des sensations que l'on ne connaît pas. Ressentir ce que cette femme a senti alors que l'enfant, elle a failli le perdre, et que c'est les contractions qui ramenaient qui ramenaient la constellante à la vie, et qu'elle a juste eu la force de pousser pour que l'enfant vienne, et qu'ensuite elle a par un certain protocole, il a dû être fait des choses pour que la personne, la demandeuse, celle qui était en train d'accoucher, pour qu'on soit sûr qu'elle referme toutes les portes, qu'elle soit bien dans la vie, qu'elle se reconnecte à son énergie vitale de sa lignée, qu'elle soit présente pour son époux, pour ses enfants. Et je peux vous dire que cet homme, d'âge mature, sceptique et cartésien, il a vécu un accouchement et pas les moindres. Hein. Et ce qui était encore plus mignon, c'est que bien sûr il avait un foulard, c'était un homme très masculin d'apparence. Quand on l'a mis en face d'un représentant homme, qui était censé être l'époux de la demandeuse, il s'est retrouvé d'une douceur dans son regard, il employait les mêmes mots d'amour que la constellatrice, alors qu'ils ne se connaissent pas, c'est ça qui est assez rigolo. Et c'est assez bluffant. Et je peux vous dire que quand la constellation, quand c'est juste, vous vous mettez mais vraiment à ressentir, vous ne vous posez plus la question si c'est vous ou pas vous. Parce que quand on voit le représentant et la vraie personne, on dit « Ok, c'est ok, quoi. C'est les mêmes. » Et c'est passionnant, c'est incroyable, et c'est à vivre, c'est bouleversant. Quand des fois, dans d'autres constellations où j'ai vécu, c'est souvent le cas dans des constellations ancestrales. Donc les constellations ancestrales, c'est quoi ? C'est que bien entendu, on fait appel aux vrais ressortissants vivants ou morts de son système généalogique, de son système familial, mais pour des raisons X ou Y,
je fasse appel à la lignée de femmes de cette personne-là pour qu'elle puisse se nourrir de la féminité, de se nourrir de l'archétype de la femme, de se nourrir de cette force de vie. Et là, il se passe des choses, il y a un rassemblement d'énergie, il y a beaucoup d'émotions, et je peux vous assurer que les ressentis, que les émotions, que l'énergie dégagée est palpable. La température de la pièce augmente, les émotions sont là, qu'on soit pudique, pas pudique, qu'on le veuille ou pas, les émotions sont là, elles sont belles. On n'en pleure pas de tristesse, on en pleure de joie, on en pleure parce que c'est beau, et parce qu'on se libère de certaines choses. Et si au passage on peut nettoyer, parce qu'en tant que représentant, vous doutez bien que s'il y a des signatures similaires en termes de lignée traumatique, le représentant, au fur et à mesure de la journée ou des constellations, va pouvoir aussi se dire, tiens, c'est bizarre, ça fait quand même 4-5 fois que je suis dans le même rôle. En quoi ça parle de moi? Est-ce que ça veut dire que j'ai aussi cette lignée-là à travailler? Ou ce nœud-là à travailler? Est-ce que j'ai aussi cette notion de reproduction de schéma à travailler? Et en même temps, ça le libère lui également par une couche subtile. En tant que représentant, on travaille aussi sur soi par couche subtile. Et ce qui est génial, lorsqu'on arrive le protocole de réparation, de libération de la parole, je reviendrai aussi dessus par la suite, c'est que toutes les personnes que j'ai appelées en tant que représentant, mais les vraies personnes vivantes, dans la vraie vie, ou mortes, retrouvent un apaisement immédiat. C'est comme si on faisait enregistrer sous et je vous envoie la mise à jour. Et c'est phénoménal. Dans l'espace de 21 jours, le temps que tout s'intègre et que toutes les choses se mettent en place, les liens familiaux changent, les quiproquos changent, une compréhension se fait, et c'est libérateur, mais vous ne pouvez même pas savoir à quel point c'est libérateur. Quand on parlait de la parole, une particularité par rapport à ma méthode, comme vous le savez, on vit dans des régions transfrontalières. Sachant que l'invasion de territoire, c'est déjà un inceste de territoire, c'est un viol de territoire, et que nous, dans nos régions, que ce soit Allemagne, Belgique, Luxembourg, il y a pas mal de viols et d'incestes de guerre, donc c'est quand même des schémas, des systèmes et des nœuds bien particuliers en termes de lignée traumatique. Certains constellateurs forcent les mouvements des représentants. C'est-à-dire que moi, dans mes constellations, une fois que tout le monde a pris la parole, au fur et à mesure, je leur demande de se déplacer à un endroit qui semble juste pour eux, pour voir les interactions, qu'est-ce qui se bouge. Je ne les fiche pas, je ne force pas le mouvement, je ne les force pas à se regarder. La parole est libre dans mes constellations parce que le but, c'est de se libérer. Étant moi-même vivant dans des régions frontalières, je ne vais donc forcément d'une lignée de guerre, de lignée d'inceste, d'une lignée de viol de guerre. Je ne vais pas infester le système du patient en empêchant les représentants de parler. Parce que si je empêche le représentant de parler et que je me mets en mode je suis le Dieu le Père et c'est moi qui décide qui parle et qui doit dire quoi, j'infecte le système de mon propre système, sachant qu'il y a toujours une résistance au système familial. Le but du système familial, inconsciemment, c'est de faire taire les victimes. Donc, vous comprenez bien que dans mes constellations, bien que ce soit cadré, la parole est libre, le mouvement est libre. Les seules choses qui ne sont pas acceptées et tolérées, c'est les actes de violence. Par contre, la personne est libre de me dire, lorsque je vois le père, lorsque je vois l'oncle, lorsque je vois le grand-père ou que je vois le militaire, j'ai envie de le frapper, mais d'une force. Il a le droit d'exprimer qu'il a envie de le frapper, que s'il laissait aller son mouvement, il l'étranglerait, il lui casserait la gueule. Il est libre de le dire et il a besoin de le dire. Donc c'est aussi parmi les particularités des constellations familiales que je fais le maximum pour ne pas infecter le système de ma propre lignée. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Et je continue à travailler sur moi, parce qu'il est hors de question que j'utilise le système familial de mon patient pour faire ma propre constellation. C'est juste niette, c'est pas éthique. Si je vois qu'il y a trop de toc-toc, soit je travaille en amont pour me libérer moi et je reprends la patiente dans une séance ultérieure, mais en aucun cas je projette ma constellation, mon système familial sur la résolution du système familial ou de la constellation familiale de mon patient. Je ne sais pas si vous avez des questions, je sais qu'il y a des décalages. Donc j'en profite pour lire. Oui, effectivement, mais c'est incroyable et extraordinaire à vivre. Moi, j'ai longtemps travaillé sur moi dessus, même en tant que représentant, parce que j'adorais être au service des personnes. Ça me parlait aussi de mes lignées.
de mon avancée, parce qu'imaginez, pendant X temps, plusieurs constellations, vous êtes toujours choisi pour la victime ou la victime de machin ou d'un autre fait. Vous êtes toujours soigné sur tous les plans. Donc au bout d'un moment, une fois que le rôle de victime est passé, ben, je vais être choisi pour être le sauveur en lien avec cette lignée traumatique-là. Ou je vais être le bourreau. Mais une fois que je suis passée par les 3 étapes, on peut considérer que la lignée est réparée, qu'il n'y a plus de traces, que je ne porte plus la trace et que donc je n'attirerai plus les personnes en lien avec ce trauma ou cette lignée traumatique-là. Et ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Je ne veux pas dire qu'on est accro à ça, hein, parce qu'il faut quand même investir, et pas que dans les mouchoirs. Hein. Mais c'est vrai que c'est... Autant c'est fatigant, parce que le lendemain, je peux vous dire que quand on est représentant, on a facilement envie de passer son dimanche à dormir. Hein. C'est pour ça que je fais mes constellations souvent le samedi toute la journée, en leur demandant bien plusieurs règles. Déjà, ce qui se passe dans la journée de constellation ne sort pas. Confidentialité absolue. Et même si j'en ai conscience qu'on ait envie de raconter son expérience à l'un ou à l'autre, prenez conscience également qu'une énergie est là, qu'une réparation a été mise en place. Et que si on en parle à l'extérieur, on dilue l'énergie mise dans la résolution de cette constellation familiale, on la dilue et elle n'est plus au service du système familial pour lequel on a travaillé. Donc ne serait-ce que par respect pour le travail de la personne, pour son intimité, pour sa vie privée, on n'en parle pas. Même la personne qui a vécu elle-même la constellation, je lui demande au grand possible de ne pas parler de ce qui s'est joué pendant au moins le premier mois, le temps que la mise à jour se mette en place, que chaque protagonisme des membres prenne leur mise à jour, s'intègre de ce nouvel équilibre psycho-énergétique. Parce que bien entendu, il peut y avoir des petites remontées émotionnelles, parce que voilà, 1h30 réparer des traumas de 20 ans, 1h30, ça va vite. Et le corps a aussi besoin d'une intégration par rapport à ça, quoi. Hein. Et donc la confidentialité est vraiment un principe auquel je tiens. C'est vraiment un principe d'éthique. Et la chance qu'il y a en rapport avec ça, et je pense que c'est juste également, ça fait quand même plus de 10 ans que j'en fais, que ce soit en représentant, constellante ou animatrice de constellation, c'est que, étant donné que ce que l'on vit à l'intérieur ne nous appartient pas, qu'on ait encore des souvenirs le lendemain, mais qu'après les souvenirs nous échappent. Et ça, je trouve ça extrêmement juste. Et c'est très bien ainsi que l'on ne se rappelle pas des constellations ou des détails de constellations faites au service d'autres personnes. Étant donné que ça ne nous appartient pas, on s'en libère et c'est très bien ainsi. Et ça permet également tout risque de fuite, tout risque de dilution énergétique par rapport à ça. Alors, je lis un message de Philippe. Le mental, au départ, peut dominer certaines émotions. En se découvrant, on apprend beaucoup de choses, certaines choses cachées en nous. En les acceptant de les découvrir, nous aide à avancer. Oui, mais encore une fois, les constellations permettent de ce qu'on a pu mentaliser grâce au génogramme. Hein, c'est le travail souvent qu'on peut faire avec des psychogénéalogistes. Hein, j'espère que j'ai bien prononcé le mot. Où on met en place le génogramme. Il peut y avoir une conscientisation déjà qui se fait sur le papier, même en répondant au questionnaire que je vous envoie. Il y a déjà une conscientisation, un travail qui se fait. Mais entre ce que la tête dit, mais entre ce que le corps ressent, ces deux choses-là ont besoin d'être intégrées. Il faut qu'il y ait une libre circulation entre ce que le mental a compris et ce que le corps a ressenti et ce que le corps ressent. On doit vraiment créer une cohérence, une congruence entre le mental, le besoin, l'esprit, etc. Et ça, c'est en ça que les constellations familiales sont vraiment top, top, top. Alors, tu dis que ça fatigue, tu puisses de l'énergie en toi, ou ta fatigue. Non, alors moi, je suis la seule à ne pas être fatiguée pendant les constellations. Quand je dis que ça fatigue, c'est parce que des personnes, imaginez déjà votre journée de travail, que vous ayez un emploi physique, vous êtes fatigué physiquement, que vous ayez un emploi plus intellectuel, vous avez une fatigue intellectuelle, vous avez un stress. Mais quand vous êtes traversé pendant 6 fois, 1h30 d'émotions, que vous pleurez, que vous riez, que vous passez de l'un à l'autre, que vous avez de la colère, des émotions, qu'un jour vous êtes mort, là, la constellation d'après vous êtes un jumeau, dans celle d'après vous êtes la guerre, dans celle d'après vous êtes l'amour, et qu'après vous êtes autre chose,
je peux vous dire que vous vivez tellement à l'instant T l'émotion du représentant que vous êtes, que c'est épuisant, parce que vous êtes, on n'a pas l'habitude d'être, imaginez-vous, vous pleurez toute la journée, dans quel état vous êtes toute la journée, ou imaginez-vous que vous avez ri toute la journée, ou que vous êtes passé par des rôles très très lourds, c'est lourd. Imaginez aussi, vous avez représenté une femme en deuil, en 1h30, vous êtes une femme qui a fait le deuil de 6 enfants, vous avez porté en 1h30 le deuil d'une femme qui a perdu 6 enfants. C'est pas rien, énergétiquement ce n'est pas rien. Donc Hervé qui me dit, si je comprends bien, en tant que représentant, on guérit aussi des choses en soi, on guérit également certaines choses en soi, mais de manière plus subtile, parce que comme vous êtes représentant, vous êtes au service d'eux, donc on déblaye, c'est comme des couches d'oignons, hein. Vous enlevez une petite couche, mais comme vous êtes représentant d'un système qui n'est pas votre système familial, c'est pas une guérison complète, mais c'est un début de travail qui est amorcé. Ça va commencer à résonner en vous, et si c'est juste, ça va prendre et matcher en fait. Là, je vois il est déjà 1h05. Je sais pas si j'ai quelqu'un derrière moi, si je suis la dernière. Je vais demander juste à mon petit groupe. Désolée, je vais juste, voilà, savoir si je dois continuer ou pas. Mais effectivement, en tant que représentant, ça parle de nous par rapport au rôle pour lequel on est choisi. Ça parle de nous par rapport aux émotions qui nous traversent. Et c'est vrai que ça parle de nous aussi par rapport à l'évolution du travail que vous faites sur vous-même. Si pendant les 2-3 premières constellations, vous représentez toujours un jumeau disparu ou un jumeau vivant ou une personne incestée, et que le travail, vous n'avez pas travaillé sur vous pour les nettoyer tout ça, vous allez rester dans le rôle, dans le fait d'être toujours choisi pour le même type de rôle. Mais si vous travaillez sur vous, peut-être que la fois d'après, vous représenterez le sauveur ou celui qui a empêché le viol ou l'inceste de se faire, celui qui a défendu l'enfant, celui qui a consolé. Donc vous allez prendre des rôles sur les autres périphériques du triangle de Karpman en fait. Tantôt la victime, tantôt le bourreau, tantôt le sauveur. Et quand les 3 rôles sont nettoyés, sont harmonisés, vous n'êtes plus choisi pour ces constellations-là, pour être représentant dans ces constellations-là. J'ai déjà fait des constellations avec d'autres animatrices que j'adore, où ma copine Patricia me dit, mais c'est con, on n'est pas choisi, comment ça se fait, on va quand même pas passer toute la journée sans être choisi. Et je dis, mais si Patricia, c'est juste, on a déjà travaillé sur ça, donc c'est normal, c'est juste qu'on n'ait pas été choisi, puisqu'on a nettoyé ces parties-là de nous, ces parts de nous, on les a nettoyées. Et par contre, alors ce qu'il faut savoir aussi dans les particularités de mes constellations, c'est que l'énergie s'invite à mes constellations, mais c'est peut-être lié au travail que j'ai fait sur moi et au travail que je fais sur les personnes. J'ai souvent des personnes qui sont bien avancées en termes de travail spirituel ou psycho-énergétique ou développement personnel. Il se trouve que les rôles pour lesquels je suis souvent choisie, c'est la bonne santé mentale, la force vitale, la force de vie, l'amour, la justice des hommes, la justice divine. Et c'est vrai que souvent il m'est arrivé, en tant que représentant, d'avoir été choisie comme étant la force vitale d'une lignée de femmes. Toutes les femmes de la lignée étaient alignées, et la constellation s'est jouée ainsi, c'est que j'avais mes mains posées sur une personne. Je peux vous dire que la 5e personne de la lignée tout au bout, elle a ressenti une énergie de dingue, alors qu'elle était la 5e. Donc la première, je vous raconte pas, elle était en transe, en transpirance. La 2e pareil, la 3e pareil, la température de la pièce a chauffé, mais je peux vous dire qu'elles ont toutes transpiré, mais elles avaient besoin de se nourrir de la pulsion de vie que moi, en tant que représentant, je leur ai transmise. Donc dans les miennes, que ce soit dans mes constellations ou lorsque le hasard, l'univers me choisit moi en tant que représentant, on représente toujours ce que l'on est. Et ça, c'est vraiment génial, génial, génial. Je vais regarder s'il y a d'autres commentaires. Là, j'ai dépassé l'heure. Ah, j'étais la dernière, donc je peux traîner, c'est cool. Je suis gâtée, hein. Je suis gâtée.
Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Je vais essayer de voir ce que j'aurais peut-être oublié. Oui, donc effectivement, dans les constellations, je ne fais pas que venir les représentants vivants de l'arbre généalogique. Comme je l'ai évoqué dans les exemples que j'ai expliqués, je peux faire venir des archétypes. Donc, les archétypes, c'est des images qui représentent une idée générique de l'idée qui correspond à la culture, à la société ou à la spiritualité de la personne. Donc, je peux très bien faire venir le genre masculin, le genre féminin, le prochain homme, le prochain compagnon. Je peux venir la justice des hommes, la justice divine. Je peux faire venir une maison, un pays. Donc, une personne qui a vécu à cause des guerres, pas des transhumances, mais qui a dû déménager pour des questions de survie. Je peux faire venir l'Italie, la France, l'Espagne, les pays que vous désirez. Je peux rajouter un représentant pour la maison. Je peux rajouter, par exemple, des représentants pour la parole, pour l'argent. Parce qu'il faut savoir, c'est que les constellations familiales ont également une utilisation pour des constellations d'entreprise, pour des constellations du coaching d'organisation, que ce soit en individuel ou en pratique. Donc ça peut être par exemple, je suis très à l'aise en société, je suis très à l'aise en soutenance ou devant 50 000 personnes, mais à chaque fois que je suis devant mon patron, plus rien, plus de parole, je suis bloquée, je me retrouve comme ça, j'ai plus de salive, j'ai la gorge qui se noue, alors que je ne comprends pas, ce n'est pas dans ma nature. Et donc là, il peut très bien arriver qu'on choisisse un représentant pour lui, un représentant pour le patron ou le N+1, qu'on fasse venir un représentant de la parole libérée ou du secret, et que là, qu'on voit quelles sont les interactions et les liens entre son arbre généalogique et ce qui se passe sur le système professionnel de la personne, et trouver un dénouement. On peut également l'appliquer à des notions de recrutement. J'ai 2 CV identiques, même parcours. Tous les 2 sont bien passés auprès de mes équipes, mais je ne sais pas quelle personne recruter. Et laquelle personne s'intégrera au mieux dans l'équipe, la fera aller vers l'évolution, vers l'innovation. Les constellations familiales peuvent répondre à ça également. Peuvent répondre également à des questions sur le management, à des questions de communication, ou même une annonce, un truc tout con. Des fois, les constellations, en individuel, ça peut prendre 2 minutes. Voire un quart d'heure, ça peut être, j'ai une nouvelle à annoncer à mon conjoint, ma partenaire, je ne sais pas comment lui dire. On peut expérimenter grâce aux constellations familiales plusieurs hypothèses d'annonce d'une bonne ou d'une moins bonne nouvelle ou d'une nouvelle difficile à annoncer, parce que le champ émotionnel agit pour cette personne-là à cause des enjeux. Et on peut tester sur le compagnon, la compagne, le collègue, le patron, plusieurs hypothèses d'annonce, et savoir comment le patron va le ressentir, quelle est l'annonce ou la formulation, on peut l'adapter pour savoir quelle est la façon la plus douce et la plus compréhensible passera le mieux auprès de la personne pour que ce soit une communication douce, tout simplement. Je regarde un petit peu si je n'aurais pas oublié quelque chose. Attends, on me donne 1 heure, je fais 1h12, normal, classique, c'est moi tout craché. Je pense avoir fait un petit peu le tour, parce que là, encore une fois, c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment ça a fonctionné. Ce n'était pas un cours ni une formation, c'était vraiment pour vous expliquer, pour enlever le côté mystérieux de ce que l'on met dans les constellations. Mais malgré tout, malgré mes 1 heure de live, mes 1h13, bientôt 15, rien ne pourra remplacer le fait de la vivre en direct live. Je pourrais vous raconter ce que je veux, vous illustrer avec tous les exemples que j'ai eus en 10 ans en tant que représentant de constellants, de cas pratiques. Il n'y a que votre ressenti, le vécu, qui vous fera prendre conscience vraiment pleinement de ce que c'est la constellation familiale et quel puissant outil c'est. On n'a pas besoin de 30 000 séances. Pour une problématique, une séance. C'est réglé. On est loin de nos 20 ans de thérapie. Vous imaginez bien que si vous êtes pendant 20 ans en thérapie pour dépression et que vous ne savez pas qu'il y avait un secret familial ou que vous en ayez conscience mais que vous savez pas ce que la vie de l'aïeul a été un lien sur cette vie-là, sur votre vie à vous, vous ne pouvez pas soigner, vous ne pouvez pas travailler sur un lien, une intrication sur lequel vous n'avez pas conscience. On ne travaille que sur ce qu'on sait. Et pareil, si vous avez eu un accident à l'âge de 12 ans
que d'un point de vue psychoénergétique, votre énergie s'est bloquée à l'âge de 12 ans, vous ne pouvez pas vous douter que cet accident de voiture de quand vous aviez 12 ans peut avoir des répercussions dans votre vie d'adulte, dans votre vie professionnelle, parce qu'à ce moment-là, votre corps, votre vie s'est figé et qu'il faut la défiger, vous remettre dans l'action, réintégrer le fait de grandir psychiquement, psychologiquement, pour pouvoir être perçu comme étant un adulte de 35, de 40 ans, de 50 ans, et pas comme l'enfant de 12 ans figé. On ne peut traiter avec les données factuelles que l'on a, mais parfois on ne se doute pas des interactions qu'il y a entre nos vécus, même si on pense que ces vécus-là sont anodins, on n'en a parfois aucune conscience. Des fois, c'est vraiment... parce que quand on part du fait qu'on peut être, par loyauté ou d'amour, prendre une partie du destin d'un aïeul, d'un oncle, d'une tante, il faut savoir qu'on peut aussi prendre par intrication une partie du destin d'un mort, une partie du destin d'une maîtresse, même si elle ne fait pas partie des liens du sang de votre arbre généalogique, elle sera sur votre génogramme, puisque la maîtresse de votre père ou de votre grand-père fait partie de votre système familial. Et que pour des raisons que vous ne saurez pas vous expliquer, vous pouvez avoir créé, par loyauté, une intrication entre vous et cette maîtresse-là. De fait, est-ce que inconsciemment, vous reproduisez le schéma de la maîtresse dans votre vie actuelle, alors que vous ne la connaissez pas, cette femme, ou limite vous la détestez ou vous en foutez, mais vous pouvez créer des intrications avec ce membre de votre système familial. Alors, je regarde un petit peu. Donc je regarde la question de Philippe. Tout en faisant cela, les personnes peuvent avoir une perception plus ou moins forte en elles, et chaque personne son ressenti. Du coup, ceux et celles qui ont ressenti fort, ça doit être très fort comme sensation pour eux. Ah oui, mais c'est votre corps ne vous appartient plus. Ce n'est pas de la possession, mais oui, c'est... Et même en tant que, entre guillemets, spectateur, en représentant non choisi, vous pouvez vivre des émotions de ce qui se passe à l'intérieur de la constellation familiale. Parce que même si vous n'avez pas été choisi pour représenter un membre du système, inconsciemment ou consciemment, vous avez été intégré au système parce que vous êtes part membre muette de la constellation, tout à fait. Même si en théorie, si vous n'êtes pas choisi, vous ne le vivez pas. Mais moi, il m'est déjà arrivé, lors d'une constellation où j'étais moi représentant, le représentant non choisi, que moi et mon ami, qui est une grand-mère qui était choisie dans le système familial d'une personne, je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, mais qu'à partir du moment où cette grand-mère a été choisie pour le gros rôle de cette grand-mère, mais j'ai été perturbée dans les émotions, dans les larmes, je me suis sentie en symbiose avec cette femme-là, et je n'en connais pas la raison. Je sais juste que ça a résonné en moi, et que je l'ai vécu, voilà, là, pas de mental qui compte, hein, c'est les émotions, elles viennent, et hop là, et ça vient, quoi. Hein. C'est vraiment très très fort à ce niveau-là. Donc si jamais vous avez d'autres questions, ben voilà, de toute façon je remettrai le live sur YouTube. Je mettrai donc le live également sur mon site internet, hein, donc sur www.darshtanconsulting.com. Vous allez dans la rubrique actualité, live, vous allez retrouver tous les lives précédents, vous allez retrouver tous mes événements, toutes mes actualités. Je vous ai également mis dans articles scientifiques des séminaires ou des conférences qui parlent de le fait que les traumas se transmettent par l'ADN, des certaines conférences de Muriel Salomé par rapport à tous ces recherches, tous ces travaux sur la notion de victime et de l'impact des traumas et des traumatismes sur la vie actuelle. Enfin, je vous ai mis des articles assez intéressants et vous retrouverez également le descriptif de toutes mes formes de thérapie dans la partie mes prestations. Donc il y a la thérapie brève, et la libération émotionnelle, et la thérapie, les constellations familiales, il y a le coaching, et j'ai également inventé une nouvelle prestation qui mixte la partie thérapeutique et ressources humaines, parce que dans mes activités de ressources humaines, j'étais toujours frustrée lors de mes accompagnements de ne tenir compte que des compétences professionnelles et de ne pas pouvoir agir aussi sur l'aspect thérapeutique de la personne, dans mon désir de prendre la personne à 360 degrés dans sa globalité, ses compétences professionnelles et humaines avec un grand H. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et ce sera vraiment avec plaisir que je vous retrouverai.
Et si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas. Un live, grâce au confinement, enfin grâce, façon de parler, on utilise de plus en plus cet outil-là et je me ferai un plaisir d'organiser un live pour pouvoir échanger avec vous sur d'autres thèmes. Ça sera vraiment avec plaisir. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Certaines personnes seront peut-être à la plage, d'autres en train de préparer l'apéro pour le barbecue. Donc, je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Au revoir.